Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. L'apprentissage, ce n'est pas seulement une transmission des connaissances. C'est aussi un voyage fait d'expériences et de découvertes. Et au cœur de ce voyage se trouve l'émotion. Un ingrédient puissant qui peut transformer une simple formation en une expérience mémorable et impactante. Avec Jonathan Piara, psychologue cognitiviste et cofondateur de Flobo, nous vous proposons dans cet épisode d'explorer le lien entre émotion et engagement dans le processus d'apprentissage. Et comment la narration peut être une clé pour transformer une simple transmission de connaissances en une vraie aventure qui va stimuler l'engagement et favoriser un apprentissage durable. Bonne écoute à tous! Bonjour Jonathan et bienvenue! Bonjour! Eh bien moi je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Bah oui, moi aussi je suis ravi. On avait fait connaissance au Learning Show. Tout à fait. Voilà, et donc ensemble, on va donc s'intéresser aux liens qui existent entre l'émotion et l'engagement et voir comment la narration peut être un levier pour favoriser cet engagement. Tout à fait. Et pour commencer, donc est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, qui je suis, je vais commencer d'un point de vue académique, parce que c'est vrai que ça permet d'orienter un peu le discours. Je suis psychologue cognitiviste, donc je me suis très tôt spécialisé dans comment l'humain apprend et notamment au travers des nouvelles technologies. C'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai d'abord commencé par créer la Digital Academy du groupe Accor, donc l'hôtellerie internationale. Donc ça, c'était vraiment une super expérience assez incroyable avec des enjeux internationaux. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis après, j'ai créé le pôle innovation et développement des ressources humaines pour le groupe aramisauto.com. Donc là, j'ai eu l'occasion de développer des parcours de formation pour tout type de métiers, parce que il y avait aussi bien les commerciaux, le marketing, l'industrie, parce qu'ils font du reconditionnement automobile. Et puis, depuis 5 ans, avec mon associé Willem Rodier, on a créé Flobo. Et Flobo accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur parcours de formation, et notamment au travers du blended. Merci. Donc, comme nous allons nous intéresser donc au lien entre émotion et engagement, donc peux-tu nous donner ta définition de l'émotion? Alors l'émotion, j'ai envie de dire ce qui est assez intéressant avec l'émotion, c'est ce qui se passe en nous et qui va nous permettre finalement, quand on parle d'apprentissage, quand on parle de montée en compétences, d'ancrer la compétence. Et donc finalement, c'est là où on va voir que les émotions vont jouer un rôle essentiel dans l'acquisition de compétences. C'est qu'en fonction de l'émotion que je vais vivre pendant cette acquisition de compétences, pendant cette découverte finalement d'une nouvelle compétence, d'un nouveau sujet, d'une nouvelle façon de faire, une nouvelle thématique, etc. Je vais plus ou moins bien mémoriser, plus ou moins bien me représenter ce qu'est cette compétence-là, et donc plus ou moins bien la mettre en œuvre. Donc l'émotion est un vecteur d'apprentissage très puissant. Et pourquoi justement l'émotion peut-elle transformer donc une formation en expérience mémorable? Tout simplement parce que je vais renforcer de manière cognitive la relation que j'ai dans mon rapport avec cette compétence, avec cette relation d'apprentissage. La difficulté qui peut y avoir avec les émotions, c'est quand on ne transmet du message ou de la compétence ou de l'apprentissage qu'au travers de l'émotion, parce que des fois on peut en perdre un peu le sens, un peu le fond de la compétence, donc la réalité opérationnelle des collaborateurs qui doivent mettre en œuvre cette compétence. Par contre, c'est un accélérateur quand c'est bien dosé, quand c'est bien fait, de cette dimension d'apprentissage. Et concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour créer des émotions? Quels sont les leviers que toi tu as identifiés qui vont permettre de créer des émotions auprès des apprenants?
Alors, il y a plein de façons de le faire. Il peut y avoir la création de surprises, il peut y avoir la déception aussi, il peut y avoir la mise en difficulté, mettre les apprenants en difficulté. Ça va ça va les travailler, on n'est pas obligé de les rendre heureux à chaque fois qu'on fait une formation. Ça, c'est une espèce de fausse croyance. Est-ce que les apprenants étaient heureux à la fin de la formation? Est-ce qu'ils étaient contents? Mais c'est pas toujours ni facile ni plaisant d'apprendre. Des fois, on apprend dans le dur aussi. Ça peut en faire partie. C'est pas toujours évident, surtout quand on doit désapprendre d'anciennes compétences. Et souvent par les analogies, par l'imagerie, par l'imaginaire, on va créer des émotions qui sont vecteurs de compétences et d'acquisition de compétences. Et l'un des meilleurs leviers, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Flobo, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au maximum pour nos clients, ça va être la narration. On va raconter des histoires, on va immerger nos apprenants dans un storytelling, dans une narration qui va faire en sorte de faire appel à tout un tas d'émotions, rappel de leur enfance, rappel de leur imaginaire, rappel de leur dimension un peu d'aventurier, d'enquêteur, etc. Et finalement, on va jouer sur tout ce panel d'émotions-là pour essayer de faire en sorte de leur passer des messages clés de la formation et donc de la compétence. Oui, donc grâce à la narration, donc tu peux passer quelque part de la joie à la tristesse, d'après ce que tu dis, avec les émotions que tu fais passer aux apprenants. Tout à fait. Et finalement, la narration, elle va aussi aider l'ingénieur pédagogique, parce que souvent on se dit c'est infantilisant, ou on n'a pas besoin de ça, c'est une surcouche inutile, etc. C'est vrai si la narration n'est faite que pour faire de la narration. Mais comme la gamification, par exemple. Quand je veux gamifier juste pour gamifier, ça sert à rien, les apprenants le voient, le vivent mal, et donc s'en passe très bien. Par contre, quand la narration va servir mon propos pédagogique, il va m'aider à construire, comme pour la narration, ma progression pédagogique, mon fil scénaristique. Une histoire, elle a toujours un début, un milieu et une fin. Et une formation devrait avoir, en tout cas une progression pédagogique devrait avoir un niveau initial, un niveau intermédiaire et un niveau final. Et donc là où, des fois, quand je le construis de manière trop pédagogique, au sens trop technicien de la pédagogie, ça va pas forcément avoir de sens pour l'apprenant. Pourquoi je vois le chapitre 1 avant le chapitre 2 en termes de contenu de formation? Quand je raconte mon histoire, on se pose pas la question pourquoi je vois le début avant la fin. C'est tout à fait normal et logique. Et donc, cette capacité à mettre en œuvre un fil scénaristique quand on va construire une formation va aussi aider et simplifier la vie de l'ingénieur pédagogique dans la création de son parcours. Et justement, tu parles de capacité à mettre en œuvre un fil rouge pour l'histoire. Mais justement, où est-ce que tu vas trouver l'inspiration? Parce qu'il faut avoir de l'imagination quand même pour ça. Alors, oui, c'est vrai, il faut avoir un peu d'imagination, un peu de créativité. En fait, ce qu'on fait dans l'équipe, c'est on va se challenger entre nous. Et donc, on va avoir cet exercice de brainstorm permanent où on va se challenger les uns les autres. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les analogies. On va essayer de faire des analogies entre la thématique de la formation, la cible apprenante, et on va se dire, OK, par rapport à cette thématique-là et à la cible qu'on a, qu'est-ce qui nous semble coller le mieux? Qu'est-ce qui nous semble être un bon parallèle à mettre en œuvre? Et le troisième point, qui pour moi, et j'aurais pu le mettre en premier finalement, c'est la curiosité. C'est un de mes gros critères de recrutement pour mon équipe. C'est quelque chose qu'on met en œuvre en permanence. Il faut être curieux de tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai que il faut être une éponge. Et c'est très bien de se dire les infos qui tombent au quotidien, même si elles sont pas très fun en ce moment. Les JO, la pop culture, les musiques, tous ces sujets-là, finalement, vont nous nourrir pour faire ces parallèles, ces analogies, et se dire, qu'on aime ou pas Star Wars, qu'on aime ou pas James Bond, Indiana Jones, La Casa del Papel, etc. Ce sont des grosses licences, qu'on les ait vues, qu'on les ait pas vues, on en a entendu parler. Et c'est des mécaniques qui marchent. Le Monopoly, la bonne paye, pareil, c'est des mécaniques qui fonctionnent. Donc tous ces systèmes-là, finalement, c'est n'inventons rien, soyons curieux, captons tout ce qui nous entoure, dans la vie, dans le quotidien, dans les problématiques du métro, dans les problématiques qu'on va rencontrer dans la rue, chez le commerçant. Et finalement, tous ces enjeux-là, tous ces sujets-là vont nous nourrir, vont nourrir notre réflexion et vont nous permettre de trouver des fils scénaristiques qui ont du sens avec la problématique du sujet de formation qu'on doit créer.
Oui, mais justement, quand tu recrutes, comment tu peux évaluer si la personne est curieuse ou pas? Là, je suis curieuse de savoir, justement. Eh ben ça fait partie des critères de recrutement qu'on a. On fait de la mise en situation. Donc nous, il y a un petit test qu'on fait passer. Donc une mise en situation pour nos futurs recrues, pour nos candidats, où je les mets en situation d'aller chercher, d'aller découvrir. Et finalement, c'est vrai qu'il y a toujours ce débat. Avec les IA génératives, etc. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ça va nous remplacer ou pas, ou c'est eux qui font le boulot? Et je dis souvent et aux candidats et à mes collaborateurs, utilisez-les. Ce qui compte, c'est pas l'idée qu'il y a derrière, c'est comment vous vous en servez. Et donc c'est là où ça va être intéressant, c'est on va utiliser ces IA comme challenger, comme complément, comme affineur, comme déclencheur d'idées, mais c'est pas eux qui nous donnent les idées. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que on va se challenger, s'auto-challenger. Et donc pour les candidats, voilà, on a des mises en situation, on a des cas très concrets où je vais pouvoir mesurer s'ils ont été ou pas curieux, s'ils ont été chercher plus loin. Ça fait partie des grilles d'évaluation qu'on a. Et donc, si on en revient à la narration, donc j'imagine qu'il y a des codes à respecter, des étapes à respecter si on veut construire une bonne narration. Donc, je me rappelle très bien au Learning Show, donc l'atelier consistait justement à créer une narration pour une formation pour des gestionnaires de patrimoine. Tout à fait. Donc, j'avais adoré d'ailleurs, entre parenthèses, cet atelier, ça avait été vraiment un de mes préférés. Donc, est-ce que tu peux nous dire justement quels sont ces mécanismes à intégrer, quelles sont ces différentes étapes à intégrer pour avoir une bonne narration? Finalement, pour avoir une bonne narration, pour moi, l'essentiel, c'est de mettre l'apprenant au cœur de son histoire avec un objectif. Quel est l'objectif final que tu dois atteindre dans ton histoire? Et on va évidemment l'associer avec l'objectif pédagogique. Est-ce que je dois acquérir quelque chose? Est-ce que je dois découvrir? Est-ce que je dois faire preuve de curiosité? Est-ce que je dois être très pointilleux? Notamment, donc là, l'exemple que tu prenais sur les gestionnaires de patrimoine, c'était sur des sujets de fraude. Et donc, l'analogie qu'il y a, c'est pour détecter la fraude, il faut que je sois un peu un détective. Il faut que je sois un enquêteur. Il faut que je puisse aller détecter tous les cas de fraude. Et là, quand on commence à se dire ça, on a des petits mots qui viennent en tête. On a des petits éléments qui nous disent, tiens, il faut être pointilleux, il faut chercher. Il faut aller découvrir tous ces éléments-là. Et donc là, il y a plein de choses qui viennent à l'esprit et qu'on peut imaginer. Et notamment, alors nous, ça, c'était la scénarisation qu'on avait proposée à notre client. C'était justement de mettre leurs apprenants dans la peau d'un enquêteur qui allait voyager dans le monde entier pour découvrir les plus gros cas de fraude et décortiquer finalement pourquoi il y avait eu de la fraude dans tel et tel cas. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. La narration, c'est déjà de commencer par c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'enjeu opérationnel des apprenants. Et l'enjeu opérationnel, c'est demain d'être en capacité de détecter de la fraude. C'est pas d'être formé, c'est de vraiment détecter de la fraude. Et donc, quand on travaille sur ces verbes-là, sur ces mots d'action opérationnels, on va le transformer en objectif de notre narration. Ensuite, on va se poser la question, qui est le héros? Est-ce que le héros, c'est le collaborateur apprenant lui-même, ou est-ce que c'est celui qui accompagne l'apprenant? Et du coup, l'apprenant va avoir plutôt un rôle de mentor, de tuteur, d'accompagnateur, de ce héros. Et c'est OK avec ça. Et il va être son conseiller. Sauf que pour être son conseiller, il faut que je sois formé. Et donc, on va avoir cette tournure finalement scénaristique et narrative qui va faire que l'apprenant n'est pas le héros, mais doit conseiller le héros. Donc ça, c'est une des techniques qu'on peut avoir. Et puis ensuite, il faut faire rêver les gens, il faut les embarquer pour cette dimension émotionnelle dans des environnements qui sont différents des leurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement pédagogique. Et ça, souvent, c'est quelque chose sur lesquels nos clients, ils sont assez frileux au démarrage et quand ils l'ont testé pour eux-mêmes, ils deviennent très vite fans de ça. C'est typiquement, souvent, on nous dit, il faut que mes apprenants, ils soient dans leur contexte et dans leur environnement de travail, sinon, ils vont pas comprendre. La difficulté de ça, c'est que quand on va recréer, notamment sur un module e-learning ou dans une formation, un environnement qui est censé être le leur, mais qui n'est pas vraiment le leur, puisque je suis en formation, je suis sur un module e-learning, ça va ressembler, mais ça peut pas être exactement stricto sensu l'environnement de l'apprenant. Et la première chose que va faire l'apprenant, et ça c'est juste humain, il va détecter dans les images qu'on va lui présenter tout ce qui n'est pas sa réalité, puisqu'on lui dit c'est ça ta réalité. Donc lui, il va voir que c'est pas vrai. Donc il va dire non, c'est pas vrai. Moi, la télé que j'ai à mon desk d'accueil à l'hôtel, il est pas au-dessus, il est à côté.
Non, moi c'est pas de cette couleur là, moi c'est pas comme ci, moi c'est pas comme ça. Et donc finalement il va passer du temps et de la charge cognitive sur un sujet qui n'intéresse personne. Donc le fait de décaler, de déplacer pédagogiquement l'environnement, et là on va s'amuser dans l'espace, au fond de l'océan, dans une navette, peu importe, dans la jungle, etc. On a fait plein de choses déjà, plein de scénarisations. L'apprenant il peut pas dire c'est pas comme ça chez moi, puisque de toute façon on sait que c'est pas comme ça. Et donc ce phénomène de déplacement pédagogique va aider l'apprenant cognitivement à se concentrer sur le fond et donc sur la pédagogie et sur les sujets à acquérir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire que nous avions créée au Learning Show avec mon groupe. Si, tout à fait, c'était le divorce de Barbie et Ken. Je m'en souviens très très bien parce que je le cite régulièrement et c'est vrai que sur cet atelier, on mettait en œuvre notre jeu de cartes qui permet de faire cette architecture et cette scénarisation pédagogique pour les ingénieurs. Et j'étais, en fait, nous c'était un test grandeur nature pour ce jeu de cartes et j'étais assez bluffé de voir que alors sur ton groupe en particulier et sur tous les autres groupes qu'on avait eus, pour 8 minutes de prise en compte d'un contexte de formation, de cible apprenante, de thématiques, etc., en 20 minutes de construction d'histoire, j'avais eu autant d'histoires différentes et toutes très liées aux objectifs pédagogiques. C'était ça encore le point le plus fort pour moi, c'est que toutes les histoires avaient une vraie relation pédagogique avec la thématique. Et on voit que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien et c'est ça que l'histoire derrière qu'on va porter, elle a du sens et elle marche, elle fonctionne parce qu'elle est portée par les objectifs pédagogiques. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que le divorce de Barbie et Ken pour la gestion de patrimoine et détecter de la fraude, c'était particulièrement sympa et intéressant et on voit bien que ça colle en plus parfaitement avec la thématique. Oui, on s'était bien amusé. Et est-ce que pour illustrer donc concrètement tout ce que tu viens de dire, tu peux nous donner un ou deux exemples de formations dont tu es particulièrement fier de la narration ? Alors, il y en a. Alors, je suis particulièrement fier, notamment, souvent je la cite. C'est une formation, c'était pour des chirurgiens dentistes en odontologie pédiatrique. Donc, la fierté n'était pas tellement sur la scénarisation en tant que telle, mais plutôt sur la cible apprenante. Donc, on est sur du chirurgien dentiste qui se forme que en conférence le soir et le week-end. Donc, c'est pas des gens qui se forment, qui ont une habitude de formation, qui n'ont pas du tout l'habitude du e-learning. Et là, on leur avait fait une scénarisation blended. Donc, ils avaient des moments de présentiel, des moments en classe virtuelle avec des experts, bien sûr, et des moments de e-learning. Et on avait fait une scénarisation complète sur, on les mettait dans la peau d'un aventurier qui devait, étape par étape, donc chapitre par chapitre de tout ce qu'ils avaient à apprendre, reconstituer un collier de dents Maya. Et une fois que j'avais ce collier de dents Maya, il me donnait le super pouvoir d'être le meilleur chirurgien odontologique pédiatrique du monde et de soigner tous les enfants sans douleur. C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que quand on a proposé cette idée-là à l'organisme de formation, on s'est dit, bon, on y va un peu en marchant sur des œufs, on est quand même sur des chirurgiens dentistes, etc., etc. Et en fait, ils ont adoré. Et non seulement l'organisme a adoré, mais en plus, les apprenants eux-mêmes, les retours qu'ils ont faits, c'est ils ne veulent plus se former que comme ça. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est là où la fierté, c'est le côté plus la bascule des apprenants, qui était un profil vraiment particulier, chirurgien dentiste, encore une fois, qui se forment pas, qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà, donc ça c'était vraiment cette fierté-là. Après, en ce moment, on travaille pour le leader mondial des cordes du travail en hauteur. Et pour eux, on est en train de faire sur un travail pour les EPI, donc tous les équipements de protection individuelle, la mise en sécurité. Et ben là, on est parti sur, il y a eu un accident mortel, il y a quelqu'un qui est mort. Et en fait, on va faire un travail d'enquête où on va aller chez les scientifiques, faire des interviews d'enquêteurs, etc., pour comprendre pourquoi il y a eu un décès. Et finalement, pour se rendre compte que c'est juste que la personne n'a pas été bien accompagnée pour bien mettre ses équipements. Et donc, il y a des vrais enjeux, et c'est aujourd'hui en France encore un des métiers les plus accidentogènes qui soit, et les plus mortels qui soient, tout ce qui est travail en hauteur, les élagueurs, tous ceux qui travaillent sur les pylônes électriques, etc. C'est des métiers qui sont très dangereux pour des défauts de mise en conformité finalement des EPI. Donc ça, c'est vrai que je trouve que le storytelling, il est très lié, ce que je disais tout à l'heure, à la cible apprenante, qui a pas toujours conscience du danger mortel qu'il y a à ne pas bien mettre ses EPI, et du coup la scénarisation qui est pas culpabilisante, mais tout de même qui est suffisamment angoissante entre guillemets pour dire c'est un sujet sérieux. Donc voilà, donc on fait ce parallèle là, et là en ce moment on est en train de travailler, donc on l'a pas encore réalisé, mais on est en train de le proposer à notre client, qui est un EHPAD associatif qui doit aider ses aides-soignants et son personnel de soins à prendre en compte son résident, avec tout ce que ça veut dire.
surtout avec toutes les affaires qu'il y a eu sur ces sujets d'EHPAD ces dernières années, etc. Donc c'est un vrai sujet. Et là, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que nous, on considère que ces collaborateurs-là, c'est un peu des super-héros. Donc là, je te refais un peu la mécanique brainstorming qu'il y a eu en interne chez nous. Et moi, j'étais pas à l'aise avec le côté super-héros, un peu tout seul, un peu warrior, etc. Et puis avec cette dynamique de relation avec le résident, j'étais pas à l'aise. Et moi, j'étais plutôt parti sur la dimension de voyage. Et en échangeant avec l'équipe, on s'est dit, en fait, c'est le voyage d'Ulysse. Oh. On a le super-héros, on a le voyage, et en plus avec une dimension assez intéressante par rapport au résident, qui est l'objectif d'Ulysse, c'est de rejoindre sa famille. Et c'était un peu ce côté familial avec le résident qui a une famille, qui vient pas toujours le voir et du coup qui est un peu seul, qui est un peu et donc on s'est dit avec tous les obstacles à rencontrer quand j'ai un résident qui tombe, quand j'ai un résident qui a des difficultés d'hygiène, quand j'ai un résident qui a des difficultés cognitives, etc. C'est toutes ces petites îles, tous ces petits défis que moi je vais rencontrer en tant que Ulysse et dans mon voyage pour faire en sorte de retrouver finalement dans le résident une personne un peu avec son contexte familial. Voilà, donc ça fait partie des propositions qu'on a, mais vous voyez, à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, c'est la thématique, la cible apprenante, et d'être en lien avec ça, et c'est par analogie, par travail et échange comme ça qu'on va trouver des histoires. Je sais pas si c'est ça là qui sera validé par le client, mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de lui proposer, et voilà, on travaille sur ce genre de sujet. Oh c'est chouette parce que quand j'étais jeune, j'étais fan de l'Iliade et de l'Odyssée d'Ulysse. J'ai tout lu, donc tu vois. J'adore. Et il y a pas très longtemps, c'est passé aussi sur Netflix. C'était une série sur la guerre de Troie. Et c'est après qu'Ulysse part rejoindre Pénélope et qu'il erre pendant 10 ans. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, quand je te disais tout à l'heure le côté curiosité. Oui, les séries Netflix, les lectures avec mes gamins le soir, les livres qu'ils reçoivent, même les Youpi, etc. Moi, il y a des trucs dont je me sers pour ensuite aller dans la scénarisation, la narration de modules de formation pour des adultes. Et c'est OK parce que c'est des fils qui fonctionnent, c'est des éléments, il n'y a rien à inventer. Il y a tout à récupérer, à retransformer et à associer avec des objectifs pédagogiques. Oui, parce que l'inspiration, elle est partout. Exactement. Voilà. Merci Jonathan. Donc on va arriver à la fin de notre épisode et pour finir, je vais avoir une dernière question. Donc quel est pour toi le secret d'une narration réussie ? Pour moi, le secret, si je devais en donner un seul, c'est que quand je vis la formation, je comprenne parfaitement le lien entre l'histoire et les compétences à acquérir. Moi, c'est vraiment cette relation-là qu'il va y avoir entre les deux qui fait que ça marche ou ça marche pas. D'accord. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, de nous avoir accordé ce temps. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn. Je mettrai aussi donc le lien du site Flobo. Le lien aussi de ton jeu Navis, tu n'en as pas beaucoup parlé. Je sais pas si tu veux conclure en parlant rapidement, parce que moi je l'ai vraiment trouvé top et je l'ai vu au dernier Learning Technology et il était encore mieux qu'au Learning Show. Vas-y, dis-nous un petit peu quelques mots. Très rapidement, et merci de m'en donner l'occasion. C'est vrai que c'est pas moi le commercial de l'équipe, donc je suis pas très bon vendeur. Mais c'est vrai que si vous voulez créer ce genre de parcours scénarisé, parce que souvent on me dit mais moi je suis pas forcément créatif ou j'ai pas forcément toutes ces idées qui me viennent tout le temps en tête, etc. On a créé un jeu de cartes. En fait, on a voulu gamifier aussi le métier des ingénieurs pédagogiques. Eux, ils gamifient la vie des apprenants. Nous, on avait voulu gamifier et améliorer la vie des ingénieurs pédagogiques et faciliter le discours avec les experts métiers, les experts techniques. Et donc, on a créé un jeu de cartes qui s'appelle Navis en 2 phases. Une phase vraiment réflexion pour faire un peu ce cahier des charges très, très, très complet et de rien oublier sur la construction de votre formation et si possible en blended. Et on pourra en reparler une autre fois si tu veux. Et il y a une deuxième partie qui est sur cette scénarisation pour aider à mettre cette couche-là qui doit venir après parce qu'elle va s'appuyer sur les objectifs pédagogiques, vous l'aurez bien compris. Et donc, on a créé ce jeu de cartes qui est disponible en ligne sur notre site internet. Et effectivement, dès qu'on est en salon, on le montre, les gens essayent de le tester, etc. Et c'est vrai que c'est très, très chouette. On reçoit un très bel accueil avec ce jeu de cartes. Tout à fait. Et puis donc, pour terminer, je mettrai également le lien du livre blanc, donc les secrets narratifs de Flobo révélés. Donc moi, je l'ai téléchargé et j'ai trouvé très, très intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Jonathan. Merci à toi, Anne-Marie. À très bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.